Bonsoir et bienvenue dans cet épisode 6 de la saison 2 du Bistrot d'Allé-les-Losques. Donc le Bistrot d'Allé-les-Losques, le podcast qui réunit des supporters du club et qui vous permet de suivre l'actualité de votre club favori. Vous reconnaissez des intervenants réguliers de l'émission, donc les piliers du bistrot. On va commencer par vous les présenter. Tout d'abord, bienvenue à Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Il a toujours son logo Breaking Dogs derrière lui. C'est Baptiste qui est avec nous ce soir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous le reconnaissez à son drapeau canadien qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette semaine. Christophe, alors je vais dire Christophe C parce qu'on a une petite surprise. On devrait avoir un deuxième Christophe qui nous rejoint dans quelques minutes. Donc bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Et vous ne le connaissez pas, c'est notre invité de la semaine. C'est un supporter du LOSC. Il a écrit, il y a quelques années déjà, mais on y reviendra tout de suite, un livre qui s'appelle La saga des stades. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. La saga des stades, bon, c'est difficile avec le reflet. Et autre réflexion sur le football, il s'agit de Stéphane Cato. Bonsoir Stéphane. Salut François et bonjour à tous, et je suis très content de participer pour la première fois à votre émission. Et nous, on est ravis de t'accueillir. Ça fait un bout de temps que tu devais venir. C'est vrai qu'on a reporté à plusieurs reprises avec nos petits soucis techniques, avec l'actualité chaude de notre équipe. Mais ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir parce que, alors, je vais raconter la genèse. Hein. Je suis tombé sur ton livre un peu par hasard en cherchant des livres sur le LOSC. Et c'est vrai que le sujet m'a interrogé. Je l'ai commandé, je l'ai lu et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir Stéphane Cato avec nous pour un des prochains bistrots. Alors, j'ai une question, Stéphane. Qui es-tu et comment tu as eu finalement cette idée d'écrire un livre sur la saga des stades de Lille et d'autres sujets comme de réflexion que tu as dans la deuxième partie? Voilà, je me présente, donc je m'appelle Stéphane Cato, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, et comme beaucoup d'entre vous, je suis supporter du LOSC, et je suis supporter du LOSC depuis très longtemps, puisque mon premier match a été un Lille-Paris Saint-Germain, alors que le club parisien avait 5 ans d'existence, donc c'était pour certains l'ont peut-être connu au stade Henri Joris, donc sur les bords de la Deule. Donc la saison 74-75, j'allais avoir 10 ans. Et depuis, j'ai suivi à peu près 1200 matchs du LOSC, donc à travers les différents stades. Et j'ai profité en fait de la saga, c'est comme ça que je l'ai appelé, des stades du LOSC, parce que ça a rythmé un petit peu l'actualité du LOSC pendant pas mal de saisons. Et donc en 2011, j'ai entrepris un travail de recherche, un travail qui, moi, m'a intéressé, m'a passionné. Et je voulais en fait, avec le regard du supporter, voir l'évolution du club à travers ces stades. Voilà pourquoi le livre s'intitule La saga des stades du LOSC. Et à travers ces stades, ben, beaucoup de grands matchs, d'évolution du club, les hauts, les bas du club. Et pour arriver en 2012, à la date où le livre a été paru aux éditions Lumière de Lille, j'en profite pour saluer Frédéric Lépinet s'il est à l'antenne, s'il écoute. Donc j'ai profité que le club arrivait donc dans ce grand stade pour écrire un peu mes mémoires tout simplement de supporters, mais aussi des réflexions sur le football, l'évolution du football que je connais depuis quelques dizaines d'années, qui ne va pas toujours dans le bon sens, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc voilà, et je voulais donc faire un livre, un recueil de mes mémoires, tout simplement. Alors, j'étais tellement pressé de parler du bouquin que j'ai oublié de vous présenter le sommaire de l'émission. Alors, je vais rattraper ça tout de suite. Au sommaire ce soir, donc nous allons revenir dans un premier temps sur le match de Clermont, coup d'arrêt pour le LOSC. Ensuite, nous échangerons autour du livre de Stéphane. Dans une troisième partie, Coupe d'Europe, quel LOSC face à Séville? Vous voyez, je ne me suis pas trompé cette semaine. Hein. Quel LOSC face à Séville? Et en quatrième partie, pour finir, ne pas rester en rade face à Brest. Alors, on regroupera peut-être les deux dernières parties en fonction de notre degré de bavarditude, comme dirait Ségolène Royal, parce qu'il y a des thématiques qui sont communes finalement au match de Coupe d'Europe et au prochain match de championnat, et notamment le turnover dans l'équipe professionnelle.
Je vous rappelle que vous avez également une possibilité de gagner des lots lors de l'émission. Alors, le premier qui répond en direct sur le groupe Allez le LOSC dans les commentaires remportera cette semaine 2 places pour le match Lille-Brest. Donc, 2 places à gagner. Le principe, c'est une question. Le premier qui répond obtient les 2 places. On vous pose la question normalement juste avant la deuxième partie de cette émission. Je vous invite à commencer, revenir sur le match Clermont-Ferrand, une défaite donc 1-0 pour le LOSC, ce que j'ai appelé un coup d'arrêt pour le club. Alors, comment avez-vous vécu cette rencontre? Qui veut commencer? Je veux bien ouvrir le bal. Hein. Ah ben vas-y, écoute, vas-y Stéphane, je t'en prie. Bah, écoute, moi, j'ai, comme beaucoup de supporters, mal vécu cette rencontre, hein, parce qu'après trois victoires de rang, 3 victoires d'affilée, dont la belle victoire contre l'OM, on s'attendait à une toute autre prestation de l'équipe, et puis il n'en a rien été. Les joueurs étaient apathiques, c'était un match complètement fade. Je pense que ça a été sans doute le plus mauvais match de Lille, non seulement depuis cette saison, mais depuis bien plus longtemps que ça. Et je pense qu'il va falloir mettre le bleu de chauffe s'ils veulent retrouver le haut du tableau. C'est dommage parce qu'ils avaient l'occasion de remonter d'une manière efficace en haut du tableau et puis ils se retrouvent dans le ventre mou du championnat. Donc c'est très dommage et il va falloir qu'ils réagissent très vite. Et je crois que s'ils gagnaient ce match, ils se trouvaient à la 3e place, alors qu'avec une défaite, ils se trouvent, je crois, c'est 11 ou 12e, enfin, je n'ai pas le classement sous les yeux. 11e. Donc, effectivement, c'est une étape ratée. Alors, on peut nuancer ça parce que les autres équipes qui sont concurrentes du LOSC pour la 2e ou 3e place, finalement, n'ont pas eu des résultats beaucoup plus heureux, à l'exception de Marseille et Lyon. Ça a atténué un peu notre déception. Alors, par contre, c'est un match où, quand on regarde les statistiques, on voit un match qui semble plutôt, entre guillemets, équilibré, avec 9 tirs pour Clermont, 9 tirs pour Lille, 3 cadrés, 2 pour Lille, 43% de possession pour Clermont, 57 pour Lille, 9 fautes contre 8 pour Lille et 6 corners contre 10 pour Lille. Un match qui semble équilibré dans les statistiques, mais par contre, au ressenti, une performance très décevante du club. Qui veut enchaîner? Baptiste? Georges, vas-y. Non, preuve que les statistiques donnent souvent un effet trompe-l'œil, parce qu'on l'avait vu contre Marseille aussi, on a l'impression qu'au niveau statistique, la possession était marseillaise, et au final, on avait largement dominé cette équipe marseillaise avec des stats qui ne correspondaient pas du tout. Et là, c'est un peu la même chose, comme disait Stéphane, enfin bon… Clermont, c'est l'Auvergne, c'est le pays de Giscard et des volcans. Et le jeu lillois m'a paru aussi vivant que ces deux éléments, quoi. C'était vraiment apathique. Il y avait vraiment une problématique, moi, qui me questionnait. Ça m'a rappelé quand même un autre match cette saison, qui était le match face à Lorient, où on était dans le même cas de figure, c'est-à-dire retour de sélection et un match de Coupe d'Europe qui arrivait derrière. Alors, moi, ça me questionne beaucoup sur l'envie des joueurs. Je pense que j'ai entendu les gens parler de Gourvenec. Moi, je veux dire, Gourvenec ne court pas. Et sur le coup, là, c'est surtout le manque d'envie. La problématique se posait, moi, je pense, au niveau des joueurs. Je me questionne vraiment. D'autant que parmi les joueurs qui ont été les moins brillants, on viendra peut-être après sur les bits, ce n'étaient pas nécessairement ceux qui sont partis en sélection qui ont brillé justement par leur manque d'engagement, quoi. Alors, Baptiste, est-ce que toi aussi tu penses que le volcan lillois a été éteint ce week-end? Et surtout, je sais que sur ta page Breaking Dogs, tu as fait un sondage où tu demandais finalement est-ce que la défaite est plus le fait des joueurs ou de l'entraîneur? Est-ce que tu peux nous donner tes sentiments par rapport à tout ça? Ouais, concernant Oui. mes sentiments, c'est dommage. C'est dommage parce que, comme tu l'as dit, on aurait… On m'entend, attends. C'est bon, on t'entend, tu veux. Non, mais c'est dommage, je disais, donc, parce que, comme tu l'as dit, François, on aurait pu se retrouver 4e et faire une super belle opération. Et finalement, on se retrouve 11e et c'est vraiment désolant. Et c'est dommage, c'est qu'on retombe un peu dans nos travers alors qu'on était super optimiste après le match de Marseille et qu'on pensait avoir franchi un cap. Et le problème, c'est qu'on retombe dans nos travers. Alors pourquoi on retombe tant dans ceci? Est-ce que la trêve nous a fait défaut? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage de retomber dans nos travers après un match avant la trêve contre l'OM qui était plutôt très bon.
Et alors, les internautes qui ont répondu à ton sondage estiment que c'est plutôt la faute des joueurs ou du coaching de Gourvenec, hein? Alors, concernant le sondage, ça se jouait au 50-50, il me semble. Faudrait que je le retrouve, mais Oui, on n'est pas à une unité près, hein, c'est plutôt la tendance. c'était 40, j'ai retrouvé 46% qui parlaient que le problème était pour les joueurs, la mentalité, donc les nouveaux, etc. Et 54% des entraîneurs, donc les choix, sa tactique, etc. Et beaucoup disaient que c'était vraiment les torts partagés entre eux. Alors, ça contredit un peu ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux en règle générale, parce que à chaque défaite du LOSC cette année, Jocelyn Gourvenec on prend plein les mirettes, hein. C'est à chaque fois la curie. C'est même parfois un peu désagréable. On le sait bien, en tout cas aussi au bistrot des LOSC, que déjà son arrivée n'a pas été réalisée dans les meilleures conditions, mais qu'il y a une espèce d'acharnement contre lui. Alors toi, Christophe, tu as vu le match. Comment tu analyses ça? C'est un problème de coaching? C'est un problème d'envie des joueurs, certains qui choisissent leur match, ou c'est simplement un problème d'absence aussi? Il y a eu on n'avait pas Bourak, on n'avait pas Renildo, on n'avait pas Jonathan David, le Canadien que tu chéris tant en début de match. Est-ce que c'est une conjonction de tout ça, ou il y a quelque chose qui a primé finalement dans ce mauvais résultat? Je crois que c'est un mélange de tout ça, mais moi je suis d'accord avec le sondage, hein. En fait, les joueurs ont raté 6 passes sur 10 et c'est Gourvenec qui a raté les 4 autres. Faut arrêter à un moment donné. Vous avez regardé le match comme moi, vous avez vu du foot, c'était indigent. J'ai même pas regardé jusqu'au bout. Et alors ça, alors d'habitude, on prépare l'émission quand même un minimum. Je fais même un replay. J'ai pas eu envie. Je voulais pas m'infliger ça une deuxième fois. C'est pas possible. Les absents, oui, les absents, il y en a, mais dans toute l'équipe, il y en a. On a joué contre une équipe qui n'a pas gagné depuis le 15 août avant de nous rencontrer. Le 15 août. C'était pas hier, c'était pas avant-hier, c'était le 15 août. 2 mois sans gagner un match. Ils affrontent le LOSC, champion de France. C'est plus la même équipe. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit attendre l'année prochaine pour remettre autant d'intensité, mais même pas, c'est même pas d'intensité. Ils n'ont rien fait beaucoup plus que nous, ils n'ont rien fait de mieux que nous. On a juste été indigents sur ce match. Alors, je ne sais pas si c'est la faute de Gourvenec, j'y crois absolument pas. Juste, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a des joueurs suffisamment de qualité? Cette année, j'y crois pas. Je pense pas finalement. Là, il nous manque un joueur en défense centrale pendant 6 semaines. Comment on va faire? Je sais pas. Je sais pas. Alors là, on reviendra sur les ouais, problèmes d'effectifs ouais. après, sur les prochains matchs, effectivement. Ouais, mais je pense que déjà, les joueurs qui sont sur le terrain, déjà, s'ils faisaient le minimum qu'on peut demander à un joueur professionnel qui représente l'équipe champion de France, déjà, on aurait un autre football que celui qu'on a vu samedi. C'était juste pas possible. Et pour ceux qui vont bientôt aller voir un match de Coupe d'Europe demain, je ne sais pas comment on va le vivre, celui-là, hein, parce que ça va être terrible. Ça va être terrible si on fait la même prestation. Alors, la faute des joueurs, entre guillemets, est une tendance qui semble être confirmée par l'intervention d'Olivier Létang, qui, contrairement à d'habitude, est intervenu tout de suite après le match devant les caméras du diffuseur. Alors, ça nous permet de faire la transition avec le deuxième tour de table. Quels sont les joueurs qui seraient le plus responsables de ce mauvais résultat? Alors, qui veut enchaîner? Tu continues, Christophe, et on fait le tour dans le sens? Je veux bien continuer, mais je te dis, j'ai même pas regardé jusqu'au bout. Alors l'intervention de l'étang, je l'ai lu après coup. Ça m'a encore, voilà, j'étais étonné déjà qu'un président intervienne tout de suite comme ça. C'est rare quand même, c'est très très rare. Alors venant de l'étang, je pense qu'on peut plus s'étonner de grand chose. Après, j'espère qu'il s'est mis dans le lot aussi en disant qu'on n'avait pas été au niveau, que c'était un naufrage total. Et pour lui, j'ai l'impression quand même qu'au-delà de Gourvenec, c'est aussi un naufrage pour sa part. J'espère qu'il en prend une partie pour lui quand même. J'irai pas plus loin, voilà. Je pense que je vais laisser la place aux autres. Baptiste, tu veux faire un commentaire sur les joueurs? Est-ce que tu as un flop, des tops, ou est-ce que malgré les résultats, il y a quelques joueurs qui ont surnagé pour toi? Je pense qu'au niveau des tops, il n'y en a qu'un seul qui peut à la limite ressortir, c'est Gervic qui est vraiment malheureux de voir le ballon dans son but, mais qui à part ça fait un bon match, qui sort une parade sur la frappe de Gatien de 30-40 mètres qui est pas mal. Après, ouais, il fait un bon match. Maintenant, je pense que toute l'équipe est un flop. Et après, je pense que parmi ceux qui vont être cités, ce sera des flops-flops, des flops de flops. Ça, c'est fort. Mais après, j'ai pas vraiment de flop parce que tout le monde n'a pas été bon. C'est une nouvelle notion, ça, le flop au carré. C'est pour les mathématiciens. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la fois sur l'intervention de l'étang? Est-ce que tu l'as pris plus pour une intervention
contre les joueurs ou peut-être pour protéger justement Gourvenec parce qu'il s'attendait à une volée de bois vert? Comment tu analyses ça? Je sais pas, je l'ai vu à chaud, c'est vrai que ouais, ça restait un petit peu une engueulade dans le flou. Enfin, je pense que maintenant, j'espère que dans le vestiaire, ça a été. Enfin, s'il y a eu un suivi, que ce soit pas voilà, juste le coup de com', en effet, pour ouvrir le parapluie. Mais moi, oui, il y a quand même eu. Alors évidemment, il y a sortie de Gribic. Peut-être un moment, j'ai senti José Fonte qui s'est surnagé un petit peu, mais c'était pas ça. Par contre, les flop-flop, moi, il y en a un que je tiens à citer parce que autant l'encense ici, souvent à juste titre, et il fait des grands matchs, c'est Benjamin André. Parce que outre le match, la prestation catastrophique qu'il a livrée, il trouve le moyen de prendre un carton jaune en étant sur le banc et de se retrouver suspendu pour le match de Paris. Ça, venant d'un joueur en plus aussi mature, ça me questionne beaucoup. L'autre, c'était finalement la joie d'avoir revu Renato Sanchez avec ton train sur les 2 minutes d'enfer qu'il a fait. Là, il a fallu que je vois en fin de match qu'il était annoncé comme meneur de jeu pour que je comprenne sur quel poste il jouait, parce que pendant tout le match, j'ai eu du mal à saisir. Et contrairement des joueurs, lui, il n'était pas partout, il était au mauvais endroit, au mauvais moment à chaque fois, et puis avec des choix qui étaient. Et puis, la doublette Bamba, Ikoné, que j'avais trouvé si brillante. La dernière fois, c'était ça a été inversement proportionné, quoi. Donc, c'est un peu mes plus gros flops, même si le naufrage est collectif, quoi. Stéphane, tu as vu le match, qu'est-ce que tu retiens? Disons, moi, je partage l'avis de Georges concernant Benjamin André, qui a été exceptionnel l'année dernière et cette année, qui est un petit peu à l'image de l'équipe, c'est-à-dire les montagnes russes, un coup c'est bien, un coup c'est nul. Je voudrais revenir aussi sur l'engueulade médiatisée du président Létang. On se demande s'il prend pas la place de l'entraîneur à travers cette intervention qui est difficile à expliquer. D'autant que Gourvenec, c'était le choix de Létang. Il a été mal accueilli, comme tu le disais en préambule d'émission. Il a remplacé Galtier, qui était un entraîneur reconnu, charismatique. On imagine mal Galtier se faire doubler par Le Temps l'année dernière à l'issue d'un match. Voilà, c'est tout ce que je peux. Et apparemment, à chaque fois que Gourvenec, on le voit sur l'écran, on a l'impression qu'il est en perpétuel danger, quoi. On a l'impression que c'est son dernier match et ça va être difficile pour lui d'évoluer dans ce climat-là quand on voit en plus l'intervention du président qui est assez mal à propos. Alors, je voulais revenir peut-être sur la situation de Benjamin André. Finalement, son carton jaune a un côté positif peut-être pour Amadou Onana, qui aura peut-être sa chance contre le Paris Saint-Germain. Par contre, ça va rendre très triste notre ami Neymar, ça va le priver d'une retrouvaille avec Benjamin André. Je suis sûr qu'il est très triste et il regrette cette décision arbitrale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match de Clermont ou est-ce que nous pouvons passer à la deuxième partie de l'émission? Oui. Moi, un petit questionnement tactique quand même sur le match, parce que c'est vrai que c'est les joueurs. Moi, par contre, je commence de plus en plus à douter de la possibilité de faire fonctionner, j'en ai déjà parlé ici, la doublette André-Xheka. Sont deux très bons joueurs, mais j'ai l'impression qu'ensemble, il y a une mayonnaise qui ne prend pas. C'est pas des joueurs complémentaires, je dirais que c'est trop des joueurs en doublon. Et j'ai remarqué, c'était le cas aussi contre l'Orient, s'il n'y a pas un David qui vient un petit peu juste parce que en fait les deux ensemble ça manque de box-to-box, ça manque de volume. Peut-être ce qu'aurait dû faire Renato Sanchez et qui n'a pas fait, et ce que faisait David dans certains matchs. Quand ça jouait bien avec Xheka André, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme ça, comme David, qui vienne densifier. Et à Lorient, comme pour ce match-là, il n'y a pas eu. Et donc la doublette Xheka André a servi à rien, j'ai l'impression. Là, ça manquait un peu de verticalité et de complémentarité finalement entre les deux. En plus, bon, on disait tout à l'heure que Benjamin André était mauvais et que ça laissait aussi peut-être le baromètre du LOSC cette année. C'est quand il est bon, le LOSC est bon. Quand il n'est pas bon, le LOSC est un peu moins bon. En tout cas, contre Clermont, ils ont été nettement et clairement moins bons que d'habitude. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission, donc un échange avec son auteur autour de la saga des stades du LOSC et autre réflexion sur le football. Nous sommes deux à avoir lu le livre, 3 avec toi Stéphane j'imagine, mais en tout cas 2 à avoir lu le livre dans
dans les piliers de Bistrot. Il y a également Christophe qui l'a lu. Donc, en résumé, avant de te passer la parole, il y a deux parties. Il y a la première partie sur la saga des stades et notamment finalement toutes les pérégrinations précédant le choix du stade, du grand stade qui est devenu le stade Pierre-Mauroy, et une deuxième partie qui est une partie plus philosophique presque sur tes réflexions sur le football. Alors, tu nous as expliqué comment tu voyais ça. Pourquoi justement donc sur quel angle tu as commencé pour écrire sur la saga des stades? C'était un angle politique, un angle sportif? Comment tu as eu envie finalement de nous faire partager ton point de vue? En fait, c'était. Alors, je rappelle que le bouquin a été écrit il y a 10 ans, hein, 10 ans. en 2000 ans, paru fin 2012. Donc, effectivement, je me suis replongé tout à l'heure pour me remémorer un petit peu tout ce qui avait été fait. Et alors, en fait, quand on procède à un équipement de grande ampleur en France, ça touche un peu tous les domaines. Ça touche le domaine urbain, ça touche le domaine politique, ça touche le domaine sportif, ça touche le domaine environnemental. Donc, je dirais que c'est très compliqué en France de bâtir un stade qui se voulait en plus multifonctionnel. J'ajoute aussi que pour remettre dans le contexte de l'époque, le stade donc a été inauguré en août 2012, c'est-à-dire avant l'Euro 2016, où il y a eu un chantier de grande ampleur en France pour doter le pays d'infrastructures qui étaient indigne d'un grand pays européen, d'un grand pays de football. Donc il y avait à l'époque que le Stade de France qui était digne de ce nom. Donc la métropole de Lille a voulu se doter d'un équipement multifonctionnel parce que depuis des années, le LOSC évoluait. Donc on a parlé tout à l'heure d'Henri Joris. Il a été transféré. Henri Joris a été démoli dans les années 70. Et il y a une rivalité politique déjà à l'époque entre Pierre Mauroy et Arthur Notebaert. Arthur Notebaert, qui était le président de la communauté urbaine de Lille et qui a conçu le Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq. Et Pierre Mauroy s'est dépêché d'avoir également son stade à lui, donc à quelques centaines de mètres d'Henri Joris. Au stade Grimont-Pré-Joris, à l'Éduc-Paradis, qui est connu de beaucoup d'entre nous. Et donc, au lieu d'avoir un stade de 50 000, on a eu grosso modo 2 stades de 25 000. Donc, on ne peut pas dissocier le problème politique du problème sportif déjà à cette époque-là. Et ensuite, on connaît l'histoire. Le club voulait agrandir Grimont-Pré-Joris. Il y a eu des associations qui s'y sont opposées parce que c'était à proximité de la Citadelle, qui était un bâtiment classé monument historique. Donc, le LOSC a été transféré pendant, je pense, 7 saisons au Stadium Nord, qui n'était pas véritablement un stade de football parce que c'était un stade d'athlétisme à la base. Mais c'est là aussi où le LOSC a eu son titre de champion de France en 2011, donc l'année qui a précédé l'arrivée au Grand Stade. Donc voilà un petit peu voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a eu une bagarre politique également là pour savoir où aller s'implanter le Grand Stade. On va y revenir après, si tu le veux bien. On va y revenir après. Moi, je voulais juste remettre dans le contexte parce qu'au Bistrot de LOSC, on est beaucoup de la même génération finalement. Donc, on a connu, peut-être pas Henri Joris. Alors, bien sûr, je ne parle pas de toi, Baptiste, hein, parce que là, on est en train d'explorer la préhistoire pour toi. Mais tu verras, les livres d'histoire sont importants à ouvrir et le livre de Stéphane en est un. Donc, on a connu Grimont-Pré-Joris, on a connu la volonté du club, effectivement, de se doter d'un outil important. On a connu les altermoiements liés aux associations de riverains. Alors, j'ai un avis complémentaire sur ces associations de riverains, mais parce qu'à l'époque, c'est vrai que vous le savez, en tout cas les membres du bistrot le savent, j'étais déjà responsable des Dogs du Net et j'étais partie prenante finalement dans les différentes actions qui ont été menées pour à la fois soutenir le projet de Grimont-Pré-Joris 2, qui était un projet tout à fait adapté en tout cas aux ambitions sportives du club et pas du tout surdimensionné, qui pourrait être un des regrets qu'on peut avoir sur le stade Pierre-Mauroy. Et ensuite, on a effectivement soutenu le fait de passer à autre chose une fois que les associations de riverains avaient obtenu gain de cause devant les tribunaux. Donc, c'est vrai que c'est une époque qui, moi, me parle beaucoup et c'est pour ça que le bouquin m'a beaucoup rappelé de souvenirs. Et c'est vrai qu'il décrit en tout cas de façon très
journalistique, et c'est un compliment dans ma bouche, tous ces événements-là, le contexte, les riverains qui étaient aussi certainement un peu politisés, hein, pour l'anecdote, dans l'association des riverains du Vieux-Lille, il y avait une personne que j'ai retrouvée dans les débats par la suite, dans l'association des riverains de l'Ézène. Donc, soit il a déménagé, il avait mal choisi finalement son nouvel habitat, ou soit il était effectivement très politisé et il visait plutôt à emmerder, si vous me passez l'expression, le pouvoir en place que de sauver ses intérêts personnels. Mais en tout cas, c'était une période qu'on a tous vécue avec beaucoup de, de vivacité, entre guillemets, qui nous a beaucoup occupés à cette époque. Alors, avant de passer la parole à Christophe, qui a des questions à te poser, Stéphane, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. J'en vois pas beaucoup comme ça. Non, en plus, moi, le truc à sauter, j'y ai plus accès. Alors, Non. moi, j'en vois pas pour l'instant, donc je ne sais pas. J'ai un bonsoir à tous de Julien. Alors, faites-nous un petit coucou. Je vais quand même poser la question et je la reposerai un peu plus tard. C'est surtout que je la pose maintenant, c'est pour éviter qu'on dévoile la réponse dans les échanges qu'on va avoir immédiatement. C'est pour ça que je t'ai coupé, Stéphane. Parmi les 3 derniers sites qui étaient retenus pour le nouveau stade, le grand stade de Lille, donc il y avait bien sûr les Zen, quels étaient en fait les 2 autres sites qui faisaient partie de la shortlist? Alors, il y avait non, faut pas répondre, c'est la question. Alors, l'agrandissement de Grémont-Pré. Hein. Non, je parle du stade Pierre-Mauroy tel qu'il est maintenant. Il y a eu les Zen, et il y avait 2 autres possibilités qui étaient retenues dans la shortlist à la fin. Il n'y avait pas les quins. On ne dit rien, c'est la pardon. question pour les places. Ah, je croyais que c'était. Non, à nous, c'était possible. C'est la question pour les places. Donc, Ouais, surtout il pas reste à d'indice. approuver. Hein. Voilà, surtout pas d'indice. Voilà, donc, vous avez entendu les indices involontaires des membres du bistrot. Donc, il en reste un à trouver. Le premier qui nous donne les 3 noms sur les commentaires du Facebook remporte 2 places pour Lille-Brest. Nous avons le plaisir d'accueillir Christophe D qui nous rejoint. Bonsoir Christophe. Salut à tous. Merci de te joindre à nous. Alors Christophe C, quelle est la première question que tu voudrais poser à Stéphane? Question. Déjà, j'ai bien aimé la première partie du livre où vraiment tu détailles vraiment très très bien toute la partie histoire, que ce soit Henri Joris, Grémont-Pré. J'ai appris plein de choses. Pourtant, je vais au stade depuis très 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 longtemps, moins que François, mais pas mal de temps quand même. Je me suis retrouvé dans toute la façon dont tu allais au stade, avec puis la filiation comme ça qu'il peut y avoir avec tes enfants. Et je me retrouve bien dans cette partie-là. Et je voulais savoir si tu avais changé de position par rapport à quelques éléments que tu évoques, notamment sur le nouveau stade, avec les ambitions du stade de demain. C'est un de tes titres. Notamment, tu évoquais... j'ai repris ta phrase exactement. Hein. Le stade doit créer des conditions d'hospitalité pour que le public vienne en masse et de manière régulière au stade. Et tu demandes également si, tu dis, est-ce que les architectes n'auraient pas pu prendre cette notion tout de suite et la développer? Est-ce que tu crois vraiment que c'était le rôle de l'archi? Est-ce qu'il a eu sa position à dire, son mot à dire dans la façon de traiter ces choses-là? Ça, c'était une première question. Et tu évoques également l'étude qui a été faite pour la capacité du stade. Je vais retrouver ça également tout de suite. Donc tu dis qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour justement étudier la taille du stade Pierre-Mauroy. Et je voulais savoir, moi, si ce n'était pas plutôt une façon d'obliger en fait la grande capacité pour avoir justement une boîte qui soit une boîte à spectacle en plus d'un stade. Avec un stade de 30 000, je ne pense pas qu'on aurait pu développer cet objet. Donc voilà, je voulais savoir vraiment ta position sur ces 2 points-là. Alors, c'est vrai que pour répondre à la première question, 10 ans après, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans du stade. Donc, il y aura sans doute un certain nombre d'articles qui vont paraître par rapport à tout ce qui s'est passé en 10 ans au stade Pierre-Mauroy. Honnêtement, si je veux parler tout à fait sincèrement, moi, j'ai toujours regretté que l'agrandissement du stade Grémont-Pré-Joris n'ait pas vu le jour, parce que je pense que de mémoire, c'était un stade de 32 000 ou 33 000 personnes. Je pense que c'était suffisant pour la métropole de Lille, et on se rend compte que le stade d'aujourd'hui est très très rarement rempli sur sa jauge maximale, c'est-à-dire 50 000 places. Et donc, déjà, premier point,
j'aurais aimé que la version Grimont-Préjoris 2, comme on l'appelait à l'époque, ait vu le jour tout simplement, d'autant qu'il serait resté dans la ville de Lille. Je pense que tout le monde connaissait l'emplacement sur les bords de l'Esplanade, à proximité du Bois de Boulogne, à proximité du centre-ville, avec des bars de centre-ville où on pouvait s'y rendre à pied. C'était quand même une ambiance assez agréable. Aujourd'hui, le parvis du stade Pierre-Mauroy semble bien triste. Si vous y allez en semaine, c'est cafardeux, tout est gris. Le sol est gris, la structure du stade est gris. Et pour peu que le ciel soit gris, il n'y a aucune couleur qui s'en détache. Mais ça correspond aussi, je pense, à une époque où le pouvoir politique voulait que les stades soient désormais en périphérie des villes. Je pense que c'était principalement pour une question de sécurité et d'accès par rapport aux autoroutes et d'éviter que les centres-villes soient engorgés de supporters les soirs de match. Mais moi, personnellement, j'ai toujours préféré les stades en centre-ville, à l'image du stade Bollaert à Lens, à l'image du stade Vélodrome à Marseille, boulevard Michelet, pas loin du Prado, ou d'autres stades qui se trouvaient en ville. Aujourd'hui, on l'a vu avec les stades qui sont sortis de terre pour l'Euro. À Bordeaux, c'est en périphérie. À Lyon, c'est en périphérie. Saint-Denis, c'est en périphérie de Paris. Tout ça, ça correspond, je pense, à une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Je le regrette. Les stades ont tendance aujourd'hui à être complètement uniformes. Les fameux anneaux du bas, l'anneau du haut, et puis les VIP au milieu. C'est un peu dommage. Pour moi, les stades de référence, c'était à l'époque le stade du PSV Eindhoven, où il y avait à peu près 30 000 places. Et j'aime beaucoup, par exemple, le stade de la Juventus de Turin, qui est, je pense, d'une capacité de 40 000 places, avec des tribunes très, très pentues et qui sont tout à fait aptes au football. Parce que, malheureusement, dans ces nouvelles arènes ultramodernes, les ambiances de foot sont rarement au rendez-vous. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à la première question. Je peux rebondir juste sur ce sujet, je te repasse la parole après. Il faut rappeler que dans le schéma, dans la chronologie des événements, le premier projet qui était porté par le LOSC, qui était Grimont-Préjoris 2, était un stade qui répondait finalement à tes attentes, un stade de centre-ville, de taille moyenne. Ça n'est qu'après, finalement, où il y a eu une prise en main du sujet par les édiles publics, qui ont refusé d'ailleurs la proposition de Michel Seydoux qui voulait financer sur des fonds privés la construction du nouveau stade et qui ont proposé effectivement un projet de stade en partenariat public-privé, c'était à la fois à la mode à l'époque, et surtout un projet qui n'était plus en centre-ville. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, l'aménagement du territoire, tu le dis très bien, mais aussi pour éviter de prendre des recours qui allaient être systématiques s'ils choisissaient effectivement un site en zone purement urbain. Donc, le contexte de l'époque était celui-là. Et après, il y a eu une surenchère finalement pour le nombre de places et pour le choix finalement des possibilités que donnait le stade. Et on est arrivé finalement au choix un choix très discuté et très politisé de la dernière solution. Je te laisse rebondir sur la deuxième question de Christophe. Et c'est vrai que j'ajouterais que c'était assez pertinent d'avoir un stade multifonctionnel parce que la métropole voulait devenir une place forte du sport en France et donc pouvoir accueillir des compétitions en dehors du football comme on l'a vu, les matchs de Coupe Davis, les finales de Coupe Davis en tennis ou un Euro de basketball. Il y aura même des épreuves, je pense, de handball des Jeux de Paris 2024 qui vont se dérouler à Pierre-Mauroy. Donc, c'était aussi une volonté métropolitaine d'avoir un rayonnement national à travers le sport. Et d'où je pense, c'est ce stade qui se voulait donc multifonctionnel. Alors, pour répondre à la deuxième question par rapport au choix de l'architecte, moi, il y a quelque chose qui est très simple. Le LOSC joue en rouge et blanc depuis toujours, depuis 50 ans. Quand je suis rentré pour la première fois dans ce stade au moment du match inaugural contre Nancy, je me suis fait une réflexion pourquoi les sièges n'étaient pas tout simplement en rouge et blanc, qui étaient non seulement les couleurs du club, mais aussi les couleurs de la MEL, de la métropole. Donc voilà, ce qui prouve peut-être par ce détail que les architectes sont quelquefois bien éloignés des choses du football.
un stade qui répond aux couleurs du club, bah déjà, il y a une identification qui se fait spontanément. Par exemple, on sait tous qu'à Manchester, les sièges sont rouges parce que le club joue en rouge, tout simplement. Euh, donc, à travers ce détail, on se rend compte aussi que les architectes font souvent des très beaux équipements, mais qui ne sont pas toujours adaptés au public du football, tout simplement. Donc, je sais que, par exemple, l'équipe de France préférait jouer au Parc des Princes. Je pense que le prochain match d'équipe de France va revenir au stade du Parc des Princes pour le match qualificatif. Je pense que c'est contre le Kazakhstan. Les joueurs préféraient jouer au Parc des Princes parce que l'ambiance était meilleure qu'au Stade de France, qui était l'archétype de ces nouveaux stades qui sont très vastes, qui sont avec une architecture certes assez jolie, assez bien réalisée, mais qui ne correspondent pas aux attentes du public du football, tout simplement. Alors, peut-être pour en finir avec cette question du stade, passer sur la deuxième partie du livre, notamment sur ton sentiment par rapport à l'évolution du foot. C'est vrai que tu as une vision du nouvel environnement qui est particulière, qui est partagée d'ailleurs par certains d'entre nous. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette dérive vers le foot business qu'on a notamment vu au LOSC avec l'arrivée de Gérard Lopez, le basculement vers Merlin Partners. Comment tu vois ça, toi qui as connu le LOSC, société d'économie mixte avec une gestion à l'ancienne et très proche finalement des supporters, de voir arriver ces armées de financiers à la tête du football français? C'est vrai que je pense qu'on est, comme tu le disais tout à l'heure, on est quelques-uns de la même génération et on fait, je pense, un peu le même constat, c'est que le fossé se creuse toujours un peu plus entre le football qu'on a aimé et le football d'aujourd'hui. Ça se traduit justement par le foot business. Mais est-ce que, enfin, je pense que le foot est à l'image de la société, donc c'est une évolution qui est inéluctable et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Quand on voit qu'une personne comme Gérard Lopez a été choisie pour reprendre le LOSC, je pense que c'est tout à fait symptomatique de tous les maux du football. Et quand on voit qu'il a failli couler le club et qu'il a rebondi à Bordeaux et qu'il a racheté avec l'aval de la Ligue un club aussi à la riche histoire comme les Girondins de Bordeaux, bah, ça laisse pantois. Donc, moi, je plaidais justement après la présidence Sédou, j'avais milité via une page Facebook un petit peu naïve qui s'intitulait Père Page Nord pour que justement des investisseurs locaux, que le tissu économique local qui est riche de grands groupes puisse investir dans le football et qu'on puisse garder une fibre régionale. Et on se serait bien gardé justement de toutes les turpitudes de M. Lopez. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et c'est un exemple parmi d'autres de l'évolution du football. Bon, évidemment, il y a le foot business, mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, la violence dans les stades. Il y a l'argent qui est omniprésent et qui fait qu'aujourd'hui, on a parfois du mal à s'identifier à un club parce qu'on sait très bien que les joueurs ne seront là que de passage. On dispose ici à Lille d'un centre d'entraînement qui est absolument magnifique et qui est un des plus modernes d'Europe à Luchin, que tout le monde connaît. Il y a bien peu de joueurs qui sortent de ce centre, contrairement à l'équipe qui avait été championne de France 10 ans auparavant, dans les années 2011-2012, où on retrouvait des gars comme Cabaye, comme Debuchy, où on pouvait s'identifier. Aujourd'hui, ben, ce sont des joueurs qui sont de passage, malheureusement. Mais ce qui est valable à Lille est valable dans tous les clubs. Donc, je ne fais pas le procès du LOSC. Je fais simplement un constat que le football. Je lisais, dans mon livre, j'avais fait une citation de Pascal Boniface que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je la lis. Le football n'est ni bon ni mauvais. Il reflète exactement la société, ses passions comme ses excès. Mais par l'engouement qu'il suscite partout sur la planète, il grossit tout. Le ballon rond ne mérite ni d'excès, ni d'honneur, ni d'indignation, relève le chercheur nordiste Pascal Boniface. Donc je pense que par rapport à ça, nous, simples supporters, on ne peut faire qu'un constat d'une évolution qui n'est pas terrible. Là, que maintenant, au moment où on parle, il y a le PSG qui joue contre Leipzig. Bon, bah, c'est quand même dommage que le club phare, le club capital, soit aux mains des Qataris. Mais bon, c'est ainsi. Les grands clubs européens en font de même, que ce soit à Manchester, à Liverpool. Des clubs mythiques du football européen sont aujourd'hui à la tête de financiers qui ne voient dans le football qu'une exposition médiatique
est bien loin de la passion des présidents d'antan. Mais bon, bah voilà, je veux pas faire les anciens combattants. Je pense qu'on est un certain nombre à ressentir ce phénomène. Ça n'empêche pas que bon, on a toujours plaisir à aller au stade, mais c'est vrai que quelquefois, on a un petit peu de nostalgie par rapport au football d'antan. Alors, on parlait de Paris qui vient de marquer par l'intermédiaire de Mbappé. Donc, amis supporters parisiens, arrêtez de regarder le match en direct. Venez nous rejoindre au bistrot. On vous tiendra informé des résultats en direct pendant toute l'émission. Baptiste, qui m'a soufflé cette performance de Mbappé, toi qui est très ancien, qui n'a pas ce vécu finalement qu'on peut avoir nous-mêmes, comment tu réagis par rapport à cette analyse par rapport au foot business, à l'environnement, toi qui as connu finalement quasiment que l'époque Gérard Lopez? Ouais, bah, moi qui ai connu seulement Charles Lopez, bah, aujourd'hui, le problème, je pense que c'est un problème de fond. Enfin, je vais prendre un autre exemple, mais je vais prendre par exemple voilà, les joueurs aujourd'hui qui sont considérés plus comme des produits, alors qu'autrefois, c'était vraiment des joueurs à part entière qui avaient l'amour du maillot. Donc, le football business ressemble un peu à ça, au fait voilà, que c'est des produits et c'est dommage aujourd'hui. Voilà, on parle encore de produits de Super League, ça, c'est encore un autre problème. Mais aujourd'hui, le foot change et c'est fortement dommage qu'aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'amour vraiment du maillot, du football et c'est désolant. Christophe Georges, enfin Christophe D, pardon, je dois m'habituer à donner l'initiale du nom de famille. Christophe D, Georges, vous qui n'êtes pas intervenu sur ce sujet, est-ce que vous avez une question, est-ce que vous avez une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment par Stéphane? Oui, je relevais d'ailleurs, c'est un petit débat naissant sur la page, là où il y a des commentaires qui arrivent. C'était beaucoup la question de la SEM, hein, Société d'économie mixte. Je me souviens évidemment à l'époque. Et je vais rebondir sur ce que disait Capnoul, qui précisait aussi que la SEM, ça n'a peut-être pas été la panacée non plus. Je me souviens, moi, à l'époque, de choix stratégiques du club qui étaient des fois incohérents ou à géométrie variable. Mais bon, pour revenir à ce qu'on disait, en effet, on a connu malgré tout à cette époque-là un football à visage humain. Et puis, enfin, notamment sur le football français, je me souviens d'une époque pas si ancienne que ça où les clubs pro étaient encore, pour certains, avaient des statuts associatifs, quoi. On était, alors évidemment, ça questionnait sur le fait que des assos puissent avoir des salariés à des salaires qui n'étaient pas si imposants que ça quand on fait le lien avec ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui étaient quand même déjà des salaires extrêmement élevés. Et c'est vrai qu'on a vu arriver alors le lien avec le Qatar, moi, ce qui m'inquiète profondément, et visuellement, je crois que je sais que j'ai un engagement vis-à-vis de ce qui se passe avec le Qatar, parce que moi, ça me gêne beaucoup qu'un État qui soit un État totalitaire puisse venir comme ça investir, qu'on puisse aduler ce pays pour ce qu'il fait en termes de… J'ai envie de dire maintenant aux dirigeants nord-coréens, achète un club français, mais les meilleurs joueurs, et on déroulera le tapis rouge, quoi. C'est-à-dire que ce football-là, j'en veux pas. Je vis avec. On peut l'évoquer, mais au niveau européen, Stéphane se souvient aussi de ces Coupes d'Europe qu'on vivait des fois au printemps dans des stades champêtres contre des équipes improbables. C'est-à-dire que toute l'Europe était représentée jusqu'à très loin dans la saison, alors qu'aujourd'hui, moi, cette Ligue des Champions, comme je disais une paire de fois, elle m'emmerde parce qu'on retrouve les mêmes affiches au même moment à chaque fois. C'est devenu une espèce de jeu à PlayStation. Il y a du spectacle, c'est sûr, mais ça s'est complètement déshumanisé et je crois que c'est un peu à l'image de ces grands stades en périphérie et avec des droits de télé où finalement on joue aussi beaucoup plus pour les Chinois que pour les supporters locaux. Donc voilà, quoi, c'est la mondialisation du football avec ce qu'elle a plus catastrophique, quoi. Moi, je pense que de tout temps, il y avait des gros paletots, des gens assez riches qui mettaient de l'argent et qui faisaient des clubs. Ce qui s'est passé à Lille pendant des années avant que on ait Mais il y avait une gros échelle locale, je veux dire, c'était… Ouais, mais quand plus personne voulait mettre d'argent local, mais à l'époque, si tu prends l'île des années 40-50, ils bouffaient les clubs du coin, ils allaient jouer jusqu'en Normandie. Ouais, Tu bien vois. sûr. Donc, voilà. Donc ça, c'était les gros paletots, les industriels. Mais en gros, l'argent, tu savais à peu près d'où il était, tu savais, il y avait un truc établi, on savait à peu près où on était. Là, ce qui se passe depuis 15-20 ans, c'est qu'on a l'investissement d'État avec, comme tu disais, le Qatar, mais tu as les Émirats, Newcastle, il y a Bien sûr. l'Arabie Saoudite, je ne sais plus si c'est les Émirats ou l'Arabie Saoudite. Et Manchester City, il y a les Barcelone, il y a le Real. Et tout ça, c'est de l'argent qui vient pour comme tu disais, pour donner une bonne image à un pays, même s'il est totalitaire, même s'il fait de l'esclavagisme, tout ça. On fait de la propagande, de l'image publique. Et ça marche plutôt bien chez les jeunes. Hein. Ils sont tous avec leur maillot Qatar Airways, ça, ils sont contents. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et du coup, ça fait que
c'est devenu un vecteur important parce qu'il y a tellement d'argent là-dedans que on est obligé, on est assailli par ça. Même si on prend Abramovich, le Russe qui est venu blanchir son argent à Chelsea, bon, c'est pareil, c'est énorme, c'est une lessiveuse énorme le football. Donc c'est vrai que ce côté-là, c'est assez gerbant. Et alors, si on en revient à Lille, on a eu Sédou qui était quand même un ancien, on va dire un capitaine d'industrie qui est resté un bout de temps, mais qui ne voulait pas non plus se ruiner avec le football, selon Claire, et qui donc a fait vivre son club en réussissant à être champion quand même, et en reprenant le travail qui avait été fait par les autres. Il y a eu, on va dire qu'à Lille, il y a eu 10-15 ans de bon travail, quoi. Et le stade, je trouve que c'est un peu l'erreur dans ce truc-là. Je trouve que c'est vraiment un peu l'erreur parce que dans ces 10-15 ans de bon boulot, je pense que si on finissait avec Grêmio Plégiris 2, ben, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. On ne se serait pas ruiné. On aurait mis 50 millions dans un stade. On n'aurait pas eu des dettes comme ça. On ne serait pas obligé de faire tourner absolument le club à un niveau de vie assez élevé. Et je pense que c'est con parce que tous les années qui datent de, si on prend de 96, 97, on commence à redresser le club parce qu'on commence à redresser les comptes, on descend, mais voilà, ça commence à aller mieux. Jusqu'à peu près 2012-2013, c'est pas mal. Mais après, derrière, on a vivoté parce que c'est d'où il voulait larguer le truc. Il y avait l'histoire du stade qui est arrivé, qui a un peu foutu la grouille plutôt qu'autre chose parce qu'avec un des frais de fonctionnement trop élevé. Et je trouve que vraiment, je suis assez d'accord que pour le stade, c'est vraiment la fausse note dans ces 15-20 belles années du LOSC, quoi. Alors justement, pour terminer cette partie, il y a une question qui est posée 2 fois sur le Facebook, par Anthony Mas et par Julien, qu'on salue au passage. Stéphane, comment tu as vécu ce que j'appelle le tour de passe-passe, parce que j'étais moi présent ce jour-là à l'Assemblée communautaire, après avoir fait un débat contre le principal opposant et président de l'association des riverains de l'Aisne sur WEO à l'époque, enfin c'était l'ancêtre de WEO, et on était présent pendant cette Assemblée communautaire. Donc moi j'appelle ça un tour de passe-passe. Le favori était le projet de Bouygues, qui était mieux disant et peut-être mieux proportionné. Et on s'est retrouvé en dernière minute avec le choix d'un dossier peut-être plus ambitieux, mais surtout beaucoup plus cher. Et on revient sur la remarque de Christophe D, c'est-à-dire beaucoup plus cher, c'est-à-dire que le loyer imposé au LOSC, finalement, était beaucoup plus important. Comment tu l'analyses, toi, dans ton enquête? C'est vrai que je pense que c'était le projet Nordpac Bouygues, je pense, Oui, qui était favori. Qui était favori jusqu'au vote. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit qui a précédé le vote final pour que le projet Eiffage finalement voit le jour. Au moment où j'ai sorti le livre, il y a une journaliste que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Marie Doucig, qui a écrit parallèlement à mon livre un livre qui s'appelle L'Enquête, où là, c'est véritablement un travail d'investigation sur justement le mode d'attribution qui a été fait pour que la MEL vote en finale ce projet porté par Pierre Mauroy, qui était en fait son bâton de maréchal à la suite d'une carrière politique bien remplie. Son mausolée, presque. Son mausolée. Presque son mausolée. Oui, parce que il faut quand même savoir, et j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais que le projet de Pierre Mauroy, enfin le projet qui a été retenu, donc le projet Eiffage, était plus coûteux de plus de 100 millions d'euros par rapport au projet de Nordpac, ce qui est un coût faramineux, surtout que c'était un PPP. Là, donc, c'est un stade qui, au final, à la fin des 31 annuités de remboursement, se rapproche du milliard d'euros, quoi. Donc, c'est quand même une dépense qui est tout à fait somptuaire par rapport, encore une fois, aux ambitions et surtout aux résultats du club. Parce qu'on va revenir tout à l'heure, je pense, sur le match de Séville de demain, mais j'ai fait une petite étude. Le LOSC a disputé 40 matchs de Champions League depuis l'apparition de la Champions League. Il n'en a remporté que 6. Et le dernier qui a été remporté date de 2012 à Baté Borisov. Et la dernière victoire à domicile date de 15 ans contre l'AEK Athènes, dont le match, d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, ne se déroulait pas à Lille, mais au stade Bollaert. Parce que déjà, il y avait les soucis de stade. Le stade n'était pas homologué pour pouvoir accueillir les matchs de Champions League. Donc, quand on voit que 10 ans plus tard, on se trouve, certes, qualifié pour la Champions League, parce que l'année dernière, on a fait une saison absolument exceptionnelle. Donc, on se retrouve une nouvelle fois en Champions League, mais avec des moyens
très modeste par rapport aux ambitions de départ de ce stade. Donc, est-ce qu'il n'est pas disproportionné? Probablement. Et est-ce que, comme disait tout à l'heure, je pense que c'était Christophe, que finalement, pour une métropole, pour une ville comme Lille, un stade de 32 000 places aurait largement suffi pour 90% des cas. Donc, effectivement, la question est à poser. Bon, maintenant, de toute façon, le stade est là, il est là pour des dizaines d'années, il va falloir faire avec. Il coûte très cher parce que moi, à chaque fois, je suis toujours étonné du nombre de stewards, de nombre d'hôtesses, etc., pour chaque match de championnat et encore plus pour les matchs de Coupe d'Europe. Donc, je me dis, mais à partir de combien de spectateurs l'affluence devient rentable? On m'a parlé de 30 000 personnes. En deçà, le club perd de l'argent. Donc, les ambitions initiales de gagner beaucoup d'argent parce que c'était un stade de 50 000 places ne s'avèrent pas exactes au quotidien. Donc, c'est un joujou qui coûte effectivement extrêmement cher. Et qui coûte cher aux contribuables, mais aussi au club, et qui est un vrai boulet finalement qui empêche son développement. On a été très bavard, il est 9h22. Ah, Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème technique tout à l'heure, mais j'ai une dernière question très rapide. Vas-y. Quand tu as écrit ton bouquin, à chaque fois tu l'appelles le Grand Stade parce qu'il n'avait pas encore de nom. Et finalement, Exact. le choix de Pierre Mauroy pour ce stade, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, il y a deux choses. Je pense que Pierre Mauroy est la pierre angulaire de ce projet parce que quand il a été élu maire de Lille après Augustin Laurent, je pense que c'est en 1973, donc le stade Henri Joris a été condamné pour cause d'élargissement de la Deule de mémoire. Donc il a été déplacé à quelques centaines de mètres de là, à côté de la citadelle, donc Grimont-près-Joris. Et déjà, Mauroy est passé en force parce que la citadelle existait bien avant le stade. C'était un ouvrage de Vauban qui était déjà un monument classé. Mais à l'époque, les écolos n'avaient pas le pouvoir d'aujourd'hui. Donc, Pierre Mauroy est passé en force. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la rivalité politique qu'il avait avec Arthur Notbar et le Stadium Nord. Ensuite, comment dire, Pierre Mauroy, qui n'était pas un amoureux du tout de football, mais qui était quelqu'un qui défendait sa région, s'est dit, pour offrir la plus grande attractivité, il faut un stade de 50 000 places. Et comme il était à l'époque aussi président de la communauté urbaine qui est devenue la MEL, il avait tout pouvoir de trouver des terrains qui étaient disponibles à l'époque. Et c'est pour ça que ça s'est fait à Villeneuve d'Ascq. Mais le stade, c'est appelé Pierre Mauroy parce que je pense qu'il est décédé peu de temps après, je pense que c'est fin 2012 ou début 2013. Donc, il y a eu l'émotion de sa disparition. Et je pense que Martine Aubry a pesé de tout son poids pour que le stade s'appelle Pierre Mauroy. Finalement, même si ce n'était pas un passionné de foot, je pense que c'est toujours mieux d'appeler un stade du nom de quelqu'un qui est emblématique de la région que de l'appeler Alliance, Matmut ou je ne sais quel naming. Alors, sauf que au départ, dans le montage financier, il devait s'appeler Alliance ou Coca-Cola ou je ne sais pas, Arena, et que l'enjeu, c'était 4 millions d'euros par an qui sont aujourd'hui non pas supportés par une entreprise, mais payés par les contribuables métropolitains. Donc, sur un loyer de 30 millions par an à FH, ça représente quand même plus de 10% de manque à gagner pour cette honorification, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'invente le terme si c'est le cas, de Pierre Mauroy, qui effectivement était la pierre angulaire du projet. Mais je pense qu'il y avait un projet de Partouche qui voulait mettre, je pense, un peu plus de 2 millions d'euros, Tout à fait. mais qui a été refusé. Absolument, 2-3 millions qui étaient refusés parce qu'à l'époque, la ville de Lille et la métropole négociaient avec le concurrent de Partouche pour installer le casino donc dans la métropole. Ah, du moins, c'est ce qu'on peut supposer. Voilà, il est 21h25, il nous reste 2 sujets à aborder, il va falloir faire très vite, mais je pense je ne vais pas cacher un secret, on va déborder un petit peu ce soir, mais ce n'est pas grave parce que, en tout cas, les échanges autour du livre de Stéphane étaient fort intéressants et ont réveillé nos auditeurs sur la page Facebook. Je vous rappelle la question, on n'a toujours pas de bonne réponse, sauf erreur de ma part. Écoute, j'ai eu toutes les, comme ça a merdé un petit peu, il y a une espèce de toutes les réponses me sont arrivées d'un coup. Alors, on va regarder, mais je vais la reposer en direct. J'ai un doute sur la seconde, mais… On va vérifier en amont et voilà. on contactera s'il y a un gagnant, mais il y a une photographie finale, c'est comme un à répondre. Vous pouvez continuer à répondre. Je vous repose la question. Le site du Grand Stade choisi était le Zen. Il y avait 2 autres sites dans la shortlist de la communauté urbaine. Quels étaient les 2 autres sites? Le premier qui répond
T'as dit quoi? Le site du Grand Stade Soisy était? Lezen. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Non, je pensais que c'était déjà une bonne réponse, Jeanne Rezen. Bah, Non, j'en ai donné une, je pense. oui, Et mais on ne la répétera pas, parce qu'on ne va pas donner des indices comme ça à tout bout de champ. Donc voilà, je crois que l'autre a été donné, mais j'ai un doute. 2 sites à trouver, donc plus les N, ça fait 3. Le premier qui répond remporte 2 places pour Lille-Brest samedi 21h30. Je vous propose de passer à la 3e partie de l'émission. On va le faire très rapidement. Perspective sur le match de Séville, Champions League. Quel LOSC face à Séville? Alors, je vais donner la parole d'abord à Baptiste, qui a suivi la conférence de presse de Jocelyn Gourvenec et qui nous permettra de rebondir ensuite sur un tour de table. Baptiste, comment tu peux résumer cette conférence de presse? Alors, du coup, cette conférence de presse, elle a duré 25 minutes. Et donc, c'est Ivo Garbic qui a pris la parole en premier. Ivo Garbic qui a déclaré que c'était un match donc, pour le LOSC, mais aussi un match pour le football français. On est fort, on est capable de jouer sans un de nos joueurs qui était donc Sven Botman, absent, comme l'avait dit Christophe, pour 6 semaines. Et donc, après est venue la parole à Jocelyn Gourvenec, voilà, qui a dit que c'était un très, très bon match sur le plan défensif. Il faudra donc faire un très, très bon match sur ce plan pour gêner leur construction et offensivement pour mettre notre jeu en place et leur poser des problèmes. On jouera tout à 300%, on fera les comptes à la 6e journée. Concernant les absences, Sven Botman est absent, en plus de Léo Jardim, qui est toujours en phase de reprise, problème de cervical, donc absent depuis plus de 3 semaines. Il ne va pas revenir tout de suite, donc ce sera Jakubeš qui sera en deuxième gardien. Et il y a encore des incertitudes sur son 11 de départ par rapport à son adversaire et à son système de jeu. Voilà, c'était la conférence de presse. Alors, qui veut commencer? Comment vous voyez ce match par rapport aux difficultés que connaît le LOSC à ce moment? Est-ce qu'il faut s'attendre à voir le LOSC dans la continuité de Clermont ou celui dans la continuité de Wolfsburg, par exemple? Alors, qui veut commencer? Georges. Moi, si je me fiche, je prenais un petit peu l'exemple en accolade de Lorient. Après Lorient, ça a été Wolfsburg. Et la question que je me pose, c'est est-ce que là, justement, les mecs, on va jouer avec le frein à main dans la perspective de Séville? On sait qu'il y a du potentiel dans cette équipe, donc je pense et j'espère que ce sera une équipe beaucoup plus dynamique, avec l'appréhension de me dire que ce serait peut-être des matchs qu'on commence à choisir, auquel cas je serais beaucoup moins inquiet pour le match de Séville que pour le match de Brest, quoi, sans anticiper sur la suite. C'est une très bonne remarque. Christophe D, comment tu vois ce match? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu penses que ça va être très difficile face à un adversaire qui, je rappelle, est la plus grosse pointure du groupe? Ouais, de ce que j'ai pu lire, c'était un peu diminué, mais je ne sais pas comment c'est un peu diminué, mais c'est ce que j'ai lu vite fait. Non, mais je pense comme Georges, et je pense qu'on est sur une saison comme ça où, par rapport à tous les contrats de joueurs, à tout le bordel qu'il y a derrière, les primes de match et tout ça, je pense que les joueurs, ils vont choisir leur match, plus ou moins. Au moins jusque janvier, février, et après on verra bien. Et j'ai pas trop de crainte sur Séville, je pense que ça sera un bon match. Après, Séville, c'est fort, hein, donc est-ce qu'on va réussir à enfin gagner un match? Je ne sais rien. Mais j'ai pas trop de crainte sur le fait qu'on va faire un bon match demain. Christophe, tu es revenu, tu nous avais quitté quelques instants. Comment tu vois ce match contre Séville? Est-ce que tu le crains ou est-ce que tu es confiant en te disant que, après tout, les joueurs du LOSC, s'ils choisissent leur match, c'est celui-là qu'ils vont choisir? J'espère qu'ils ne les choisissent pas. Je suis dans la même optique que Christophe juste avant. Juste, on a récupéré des joueurs samedi, la veille de notre match. Là, ils sont rentrés depuis quelques jours. Donc voilà, on va récupérer un effectif un petit peu plus transcendant que celui qu'on a pu aligner la semaine dernière. Après, voilà, je crois qu'ils sont 2e ou 3e de leur championnat. C'est quand même une grosse pointure du championnat espagnol. Donc forcément inquiet avant ce match, comme je l'étais avant Wolfsburg. Alors, j'espère la bonne surprise, au moins tirer un résultat positif pour qu'on puisse bénéficier un petit peu d'un déplacement à Séville la semaine suivante avec le baume au cœur, quoi, derrière et y aller avec envie. Stéphane, comment tu vois, toi, cette rencontre? Tu l'attends avec beaucoup d'optimisme ou avec beaucoup de crainte, hein? Alors, écoute, j'espère. Bon, il faut rappeler que Séville est 3e de Liga, donc c'est quand même une grosse équipe. Que Lille est aujourd'hui dernier du groupe H. Qu'à Séville, il y a quand même des joueurs comme Navas, comme Rakitic. C'est quand même une grosse équipe. Mais Lille n'a plus rien à perdre. Ils sont obligés de gagner demain pour espérer accrocher au minima
la troisième place qui leur permettrait d'être reversés en Europa League et surtout éviter la quatrième place parce que c'est quand même le groupe, quand il y a eu le tirage au sort, qui paraissait le plus accessible. Donc si on termine dernier du groupe le plus accessible, ce serait quand même très dommage. Je pense que demain, on aura un match du type de Wolfsburg en espérant qu'il y ait l'efficacité en plus. Il y a le retour de Burak, de Sanchez. Je suis assez optimiste. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse enfin gagner un match, ce que ne feront peut-être pas les Parisiens, parce que, a priori, je vous avais prévenu qu'on vous donnerait les résultats, l'évolution du score en direct. Égalisation pour Leipzig par André Silva. Donc, un partout. C'est quoi? C'est la demi-heure de jeu à peu près. Le match a commencé à 21h. Donc le suspense est à son summum au Parc des Princes. Je pense qu'on a eu le bon Oui. résultat à la question. Alors, tu veux en dire plus, Georges? Donc, il s'agit bien, bon, le premier que j'avais donné, c'est Saint-Sauveur. J'ai beaucoup aimé la réponse d'Anthony Mas qui mérite d'être couronné. Il a proposé comme deuxième endroit Lens. Euh, donc, j'avais Saint-Sauveur. Donc, dans ce cas, le premier, à vérification, c'est un habitué des lieux. Donc, c'est Julien qui nous l'a donné. Oui, mais je crois qu'il a cédé sa place à Damien Boone, si j'ai pu voir, Voilà. qui apparemment est le deuxième à avoir répondu. Damien Boone, qu'on salue au passage. Stéphane, tu le connais peut-être, hein, il est rédacteur sur la page DBC, donc Drogue, bière et complot contre le LOSC. Donc, c'était notre invité il y a quelques semaines. On le salue et on lui signale qu'il a gagné 2 places pour le match Lille-Brest. Et pour consoler notre ami Julien, qui s'est fait piquer ses places par Damien, je lui offre pour son fils un exemplaire du livre de Fernando D'Amico, dédicacé par le maître. Donc Julien, tu récupéreras le livre la prochaine fois qu'on se croisera autour du stade. Voilà, on passe très vite sur la Ligue des Champions. Je suis désolé, on accélère un peu pour tenir le timing. Il est déjà 21h33. Je vous propose finalement de terminer cette émission en évoquant le match futur contre Brest, justement, là où Damien pourra nous accompagner dans la tribune nord. Comment vous voyez ce match? On parlait tout à l'heure des choix du club. Est-ce qu'il ne risque pas, en cas de bonne performance, voire même de mauvaise performance, d'avoir un contre-coup finalement face à Brest? Est-ce que finalement Brest, ce n'est pas le match le plus dangereux de cette semaine pour le LOSC dans la gestion du quotidien? Qui veut commencer? J'ai vu que Georges opinait du chef, donc il sait que quand on opine, je passe la parole. C'est un réflexe que j'ai. Georges. On l'évoquait, ouais, c'est voilà, le match de Brest, il arrive là un peu. Ouais, si on s'en tient qu'aux données factuelles, Brest, je crois que c'est très mal classé. Je pense qu'ils n'ont même pas gagné un match cette année, si je ne me trompe pas. Ou alors, enfin, 19e, un point devant 19e, ouais, voilà. pas de victoire. Ils sont à la rue, donc si on est dans la rationalité totale, ce match devrait être une formalité, comme ça devait être une formalité face à Clermont, puisque Clermont, comme Christophe le disait, n'a plus gagné depuis le 15 août. Donc, les formalités, en ce moment, je n'ai pas l'impression que ce soit notre fort. Et c'est pour ça que je le redis, je pense que demain, il y aura un match, il y aura une débauche d'énergie, il y aura quelque chose de vivant, il y a un truc à voir, qu'on le gagne ou pas, parce qu'en effet, l'adversaire est énorme. Et on peut craindre un contre-coup. Alors, je me souviens, j'avais été un peu démenti parce que Wolfsburg. après Wolfsburg, il y avait eu le match de Reims, il y avait eu quelques bons coups, mais c'était pas encore très net. Et voilà. Donc, moi, relativement inquiet. J'ai pas peur du tout de l'équipe de Brest. Par contre, j'ai beaucoup plus peur de l'équipe de Lille, quoi. Stéphane, tu es du même avis? Moi, je pense que tout dépendra du match de demain, où il y aura une dynamique, ou alors il y aura une équipe un peu démobilisée. Mais ce qui est sûr, c'est que Brest est 19e, ils ont un point d'avance devant Saint-Etienne. Si Lille n'arrive pas à battre Brest samedi à domicile, c'est à désespérer de tout, quoi. Donc, mais je pense que le match de demain est plus important parce que tout à l'heure, j'évoquais justement cette série néfaste de 40 matchs, etc. Je pense que si Lille veut devenir un club populaire et avec une cote d'amour, il faut qu'il y ait une épopée européenne, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Donc, ce serait très important que Lille joue enfin la Coupe d'Europe avec sérieux et avec ambition. C'est la seule condition pour que le club
dépasse le côté régional métropolitain. On se souvient tous de l'AS Saint-Étienne, il y a longtemps, tu t'en souviens François, de l'OM, on en a beaucoup parlé avec le décès de Bernard Tapie, où on a parlé énormément justement de cette Coupe d'Europe remportée par Marseille en 93. Je pense que c'est au tour de Lille d'avoir une véritable épopée européenne. Il n'est pas trop tard, mais il faut qu'ils y croient vraiment. Je crois qu'il est important que Lille réussisse enfin à gagner un match de Coupe d'Europe parce que la série en cours, tu le disais tout à l'heure, depuis 15 ans à domicile et depuis une dizaine d'années enfin, à l'extérieur, risque de devenir traumatisante en fait pour le club. Et je crois qu'il est vraiment important qu'on réussisse à en gagner un, ce qui permettra peut-être de déclencher effectivement une bonne série de résultats. Alors je reviens à Brest parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Brest, comment tu vois ce match, Christophe D? Comment tu le sens? Est-ce que tu es plutôt positif parce que Brest est 19e du championnat ou est-ce que finalement, comme Georges tout à l'heure, tu crains que le principal adversaire du LOSC, c'est le LOSC? Non, je suis surtout positif parce qu'on a loupé Clermont, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas se louper 2 fois comme ça en championnat. Après, j'avoue, hein, Clermont, j'ai vu rien du match. En plus, les mecs qui jouent avec un ballon ovale, c'est vraiment des foireux. Non, il ne faut pas leur faire confiance. Non, mais donc j'ai rien vu du tout. Mais on ne peut pas se foirer sur 2 matchs d'affilée. Donc j'espère. Il y a une des clés qui pourrait être pour Gourvenec, c'est de faire vivre un peu son groupe. C'est-à-dire que d'arrêter de faire jouer toujours les 11 mêmes joueurs quand ils ne sont pas blessés et d'en faire tourner 3-4 pour le match après, pour ramener un peu de sang frais et des gens qui en veulent un peu sur le match après, qui veulent prouver. Je dis n'importe quoi, mais si Onana ne démarre pas demain, il démarre contre Brest, par exemple. Mais voilà, il faut qu'il y ait de l'émulation comme ça qui fasse que les gens ils se sentent tous concernés et puis qu'on y retourne, quoi. Après, on est, comme le disait Georges, on a une bonne équipe. Hein, et il suffit que. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le club quand même. C'est compliqué. Mais bon, j'espère qu'ils vont passer au-dessus de tout ça et qu'ils vont vouloir rattraper Clermont. Christophe, ta dernière remarque est très intéressante parce que c'était justement la question que je voulais poser pour terminer ce tour de table à l'autre Christophe. Alors, tu me prives de cette question, mais je vais la reformuler finalement. Dans le turnover relativement faible qu'on constate d'un match sur l'autre, est-ce que justement, à la fin d'une série de 3 matchs, dont un match de Coupe d'Europe et un match contre un club en difficulté, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire tourner un peu l'effectif et quels sont les joueurs que tu souhaiterais que Gourvenec mette en avant pour le match contre Brest? Je ne pense pas que ce soit le moment. De toute façon, quand on voit les problèmes qu'on a actuellement, les matchs ratés sont plus dus à l'absence, notamment de nos internationaux, qui cette année, c'est compliqué, notamment avec tous ces matchs internationaux un peu partout, notamment pour les Américains et les Canadiens. Quand ils reviennent, ils sont grillés, ils rentrent la veille. Alors après, oui, on a une bonne équipe, mais on n'a pas un effectif. On n'a pas un vrai effectif pour jouer autant de matchs, et notamment les Ligues des Champions. Alors faire tourner, moi je ne suis pas à l'entraînement, donc le bon vieux système du celui qui est en forme joue, voilà, moi c'est ça que je mettrais en place plus systématiquement. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de faire tourner quoi que ce soit. Alors après, quoi mettre samedi, il faut mettre du beau temps déjà, emmerder Brest, pas forcément avec un schéma technique, mais qu'il fasse beau. Peut-être que là on a une chance, pas comme l'année dernière quand on est allé là-bas où c'était tempête. Enfin voilà, je sais plus là, sincèrement, quoi s'attendre. Mais comme disait notre ami tout à l'heure, avoir la meilleure équipe sur le terrain, oui, et puis espérer que forcément on fasse un résultat positif contre Séville. Et je pense que derrière, ce sera quand même plus facile de jouer contre Brest plutôt que de repartir avec une gamelle et devoir faire encore 2 matchs de Ligue des Champions très rapprochés. Ça va commencer à être compliqué, surtout si on n'a vraiment plus rien à jouer, même pas à la 3e place. Alors, avec en plus, bientôt qui se profile, le match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, donc fin du mois d'octobre. Georges, est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des remarques simplement? Alors, j'y retourne. Si tu veux discuter quelqu'un, si tu me prends un peu de temps, je vais meubler quelques instants parce que j'ai vu une remarque sur les réseaux sociaux de Damien Boone, donc, qui a remporté, je le répète, les 2 places pour l'Île-Brest, qui nous fait remarquer que dans l'excellent blog Drogue, bière, complot contre le LOSC, il prépare un sujet sur un projet de grand stade à Lille en 1920. Alors, on est très pressé de le lire et de voir si ce projet qui n'a a priori pas abouti, en fait, a subi les mêmes contrariétés que
le projet du grand stade qu'on appelle maintenant Stade Pierre-Mauroy. Est-ce que tu as eu le temps de regarder quelques questions, Georges? Oui, alors tiens, il y a des questions, on parlait du turnover, des questions à propos de Liadji, qui manifestement est un peu sorti des radars, donc savoir quid de Liadji, et quelqu'un qui a marqué, c'est Anthony Mas, qui a remarqué qu'il était dommage de ne plus le voir, quoi. On a l'impression qu'il a payé un peu son entrée en mi-teinte en Ligue des Champions contre Wolfsburg, si je me souviens bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, il a été, ouais, c'est pas demi-teinte, c'est éteint en fait. Mais après, c'est qu'un match. Hein, oui, alors qu'il avait fait des rentrées plutôt de bonne facture en championnat en début de saison. Mais depuis ce match contre Wolfsburg, c'est vrai qu'on ne le voit plus. Et comme disait Christophe tout à l'heure, on n'est pas à l'entraînement tous les jours. D'autres remarques, d'autres questions? À part des autocongratulations de Julien qui se détermine comme un grand prince, il est temps qu'il revienne modestement. Non, il y a alors quelques remarques, notamment de Parlons LOSC, qui voit aussi un petit peu finalement la victoire contre Séville et un match plus compliqué contre Brest. Non, en gros, ça pas tellement de retour sur Finalement, le débat des stades a plus passionné, quoi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour les amateurs du blog Drogue, bière et complot contre le LOSC. L'article sur le stade de 1920 ne sera pas sur le blog, mais sur une revue d'histoire, parce que Damien, qui nous suit, nous fait cette précision, donc je voulais le faire également. Je vous propose de terminer cette émission, ce 6e bistrot de LOSC, par une petite rubrique qu'on avait mis un peu de côté ces dernières semaines, mais on va s'investir, on va s'engager. Un tour de table avec vos pronostics pour le match de Séville et pour le match de Brest. On va commencer par notre invité, Stéphane. Est-ce que tu as des pronostics? Alors, moi, je vois une victoire du LOSC demain contre Séville, 2-0. Et contre Brest? Et pour Brest, même résultat. Christophe C. Quels sont tes pronostics pour ces deux matchs? On éclate Séville 1-0, but sur penalty après la VAR. La VAR quand même. Et après puis, un ballon sorti en touche qui est revenu finalement, c'est ça? Mais non vu par l'arbitre. Hein. Et pour une fois, on pourra se lever et attendre passable, enfin tout tranquillement dans nos tribunes que l'arbitre nous valide notre but. Et puis, oui, allez, un petit 2-0, on va pas prendre de but, j'espère, contre Brest. Georges, à ton tour de jouer les devins. Alors, il est temps demain soir, je vois une victoire du LOSC 3-2, un match épique. Voilà, on rentre dans la légende, vraiment un match qui marquera les esprits. J'y suis, donc je veux ça. Et Brest, j'y suis pas, donc je vois une vieille purge, victoire 1-0. Il est toujours à Brest, Kevin Duverne? Un CSC de Duverne, alors. On n'a pas beaucoup travaillé cette semaine, on ne répondra pas à cette question. Voilà. Non, mais je n'ai pas travaillé non plus. Baptiste... Duverne me passe assez peu. Un contre son camp de Duverne. Quoi. Baptiste, quels sont tes pronostics pour ces deux rencontres? Il me semble que la dernière fois qu'on a affronté Brest, avant, on a battu une équipe en Ligue 3-0 contre Milan. Donc cette fois-ci, il y aura 3-0 contre Séville. Et après, contre Brest, on gagne 2-1. Donc 3-0 et 2-1. Il ne faudrait pas que la série se reproduise jusqu'au bout. Hein. C'est vrai. Christophe, est-ce que tu as des pronostics pour ces deux matchs? Moi, ça me fait peur de dire à tout le monde va gagner Lille. Tant pis, je vais rester là-dessus. Hein. Donc, demain contre Séville, serré, donc 2-1. Et contre Brest, j'espère 2-0. Mais... Vous savez que je suis le plus mauvais pronostiqueur du Nord-Pas-de-Calais. Moi, je vois 2 défaites du LOSC. En plus, je suis complètement superstitieux. Donc, parfait, on va gagner. 2 défaites larges du LOSC. On va se prendre 2 ronflées de première et on verra. Ne m'insultez pas sur les réseaux sociaux. C'est une blague. C'est une blague. C'est de la superstition. Voilà. Nous avons terminé, fait le tour de l'actualité footballistique du LOSC de cette semaine. Je voulais remercier notre invité, Stéphane. Je voulais te remercier pour tes interventions, pour la présentation de ton livre. Je pense qu'il t'en reste quelques-uns, parce qu'on peut le trouver sur les Amazon et sites de vente de livres, mais je crois que tu en as quelques-uns. Oui, j'en ai pour ceux qui souhaiteraient justement parcourir les différents chapitres. Il m'en reste quelques-uns, donc passer par ton intermédiaire de manière à pouvoir satisfaire les demandes. Voilà, passez par la page Facebook d'Aller le LOSC ou sur la page du bistrot d'Aller le LOSC, envoyez un petit MP et on transmettra vos coordonnées pour que vous puissiez commander ce
bouquin. Merci au pilier du bistrot pour cette nouvelle brillante prestation. Merci à Georges. Merci, bonne soirée. Merci à Baptiste pour aussi ses commentaires en direct sur le match du PSG, où c'est toujours un partout, je pense. Hein. Toujours un partout, 44e minute de jeu. Messi qui va frapper et qui va provoquer un corner d'ailleurs. Donc la suite du match la semaine prochaine au prochain Bistrot à l'Osc. Hein. Vous pouvez éteindre votre télé et éteindre votre ordinateur. Merci à Christophe C. et son drapeau du Canada. Bonne soirée à tous et à demain pour ceux qui sont là. Et merci à Christophe D qui s'est levé un peu tard, qui nous a rejoint quelques minutes en retard. Mais merci pour ta fin d'émission. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de football lillois, un très bon match demain soir, un très bon match samedi à 21h30, beaucoup de réussite pour notre club et comme chaque semaine, bien sûr, je termine l'émission par un « Allez le LOSC !» Allez le LOSC ! Bonne soirée à tous. Bye. Bye.